Et pour clore cette page locale, nous restons dans la politique et avons le plaisir de recevoir Philippe Blaise, le président du mouvement républicain calédonien, le MRC, et membre fondateur de l'UCF, l'Union pour la Calédonie dans la France. Philippe Blaise, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors on vient d'en parler, c'est hier qu'a eu lieu le débat sur le vote du budget supplémentaire 2014 alloué à la province Sud. Vous y étiez, un commentaire ? Écoutez, on a un contrat de gouvernance solidaire entre les partis loyalistes, donc en fidélité à ce contrat, on a voté évidemment ce budget supplémentaire. Mais je suis intervenu, comme cela a été expliqué, pour dire quelle était la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dotation nouvelle de la Calédonie parce que la situation est très tendue. Donc la province n'a pas de ressources nouvelles là en cours d'année. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise ce qu'elle avait épargné l'année dernière, en 2013, et elle va réduire les nouveaux emprunts. Alors moi, je suis intervenu pour dire que ces mesures de prudence, ces mesures d'assainissement des finances ne doivent pas occulter le problème de fond qui est la clé de répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est obligé de lever des impôts, si on a des difficultés pour financer les missions essentielles de la province, c'est parce que les ressources de la Calédonie, qui sont affectées aux provinces, ne vont pas là où sont les besoins, là où la population. Vous savez, il y a 50% de l'argent destiné aux provinces qui va à la province sud, alors que nous avons 75% de la population et que nous payons 90% de l'impôt. Il faut qu'on discute de ça parce qu'on ne peut pas laisser cette situation inchangée. Alors, sans transition, le comité des signataires doit se dérouler les 3 et 4 octobre prochains à Paris. D'ores et déjà, il semble que la présence des partis indépendantistes soit fortement compromise, et particulièrement celle de l'Union calédonienne. Qu'en pensez-vous ? Oui, voilà, c'est l'Union calédonienne qui aujourd'hui fait de la surenchère, je dirais même du chantage. Pourquoi ? Eh bien, ils disent qu'ils ne veulent pas participer à ce comité des signataires, où on doit quand même préparer les référendums qui sont prévus par l'accord de Nouméa, sous prétexte qu'ils veulent rediscuter du corps électoral au provincial. Moi, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que cette question du corps provincial, elle a été tranchée. Il y a eu des commissions qui ont été tenues par des magistrats, il y a eu des arbitrages selon la décision de la Cour de cassation. Pourquoi revenir dessus ? Et puis, deuxième point, dans la loi organique, le corps électoral pour le référendum, ce n'est pas le même que le corps électoral au provincial. Les provinciales, c'est l'article 188. Le référendum, c'est l'article 218. Vous avez des gens qui ne sont pas citoyens, qui ne votent pas au provincial, qui vont voter au référendum. Je prends l'exemple de tous les Kanaks, qui sont de statut civil coutumier à un moment de leur vie. Ils pourront automatiquement voter. Tous ceux qui ont voté au référendum de 98, ils vont pouvoir voter. Alors pourquoi entraîner cette confusion dans l'esprit des Canadiens ? Pourquoi vouloir mélanger des choses qui n'ont rien à voir ? Pour moi, c'est une posture, c'est une posture politique, et l'UC, là, pratique une politique de chaise vide qui n'est pas à la hauteur des responsabilités d'un parti signataire de l'accord de Nouméa. Alors vous avez justement dernièrement interpellé le haut-commissaire Vincent Bouvier de vos craintes vis-à-vis de la mission Krishna-Schmerl qui doit arriver très prochainement en Nouvelle-Calédonie, estimant, je cite, qu'elle n'est pas neutre sur le dossier calédonien. Fin de citation. Allez-vous interpeller le Premier ministre à Paris aussi sur ce point lors de votre déplacement ? Alors, je parlais du contrat de gouvernance solidaire. Alors, on s'est engagé à avoir une attitude responsable pour assurer la stabilité des institutions de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les provinces, le Congrès, le gouvernement. Ça ne nous empêche pas d'avoir des différences. Et sur la question de la mission Krishna-Schmerl, on a des différences. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Philippe Gomez quand il dit que M. Krishna, M. Schmerl sont des faiseurs de paix. Certes, ils ont participé à l'élaboration de l'accord de Nouméa, mais aujourd'hui, ce sont 2 membres éminents du Parti socialiste qui viennent à un instant clé de l'histoire de la Calédonie. Alors, c'est une mission d'écoute et de conseil, mais on sait bien ce que ça veut dire, hein, le conseil. Ces personnes-là auraient dû s'entourer d'une mission de parlementaires représentant l'ensemble des groupes politiques du Parlement, de façon à assurer la neutralité. Et moi, ce que j'ai dit au commissaire, j'ai dit, nous avons, nous, de la défiance vis-à-vis de M. Krishna, parce qu'on sait comment il a rédigé l'accord de Nouméa, de telle façon qu'il nous amène à favoriser les indépendantistes. Je prends l'exemple du gel du corps électoral. Hein. Vous savez que dans l'accord de Nouméa, à cause de ce gel du corps électoral, on a prévu que si on transfère l'article 27, si on transfère les mairies, eh bien, le gel du corps électoral il va s'appliquer aux municipalités. Vous croyez qu'il ne l'a pas calculé, ça ? Évidemment qu'il l'a calculé. Donc, on va recevoir cette personne, on va discuter avec elle, parce qu'on souhaite quand même discuter, mais nous ne serons pas dupes de leur démarche. Alors, quels sont justement les thèmes que vous allez défendre au nom de l'UCF lors de ce comité des signataires, justement ?
Le thème principal, c'est celui que vous avez évoqué, c'est celui que j'ai évoqué avec vous, c'est le corps électoral pour le référendum. Parce que l'accord Nouméa, si on a mis en place la citoyenneté, c'est bien dans une optique précise qui est à un moment de demander aux Calédoniens ce qu'ils veulent pour l'avenir. Est-ce qu'ils veulent rester français ou est-ce qu'ils veulent devenir indépendants? Il faut que pour que ces référendums soient réussis, qu'ils soient incontestables, qu'on ait un corps électoral accepté par tous. Donc il y aura des discussions pour déterminer ce corps électoral. Parce que si la loi organique a prévu des catégories très claires de gens qui peuvent voter, il y en a d'autres qui le sont moins. Je prends l'exemple des Calédoniens, des gens qui sont nés en Calédonie, qui ont quitté le territoire et qui ont eu à un instant de leur vie leurs intérêts moraux et matériels en Calédonie. Il faut définir ce que ça veut dire. Donc c'est là-dessus que va porter le travail. Et puis il y a d'autres sujets, la clé de répartition, parce que c'est bien de prévoir l'avenir politique, mais il faut parler des problèmes du moment. Comment on finance l'enseignement, comment on finance les besoins sociaux, comment on finance les infrastructures. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Alors vous êtes exprimé sur un suffrage incontestable. Vous voulez dire quoi par là aussi? Par ça, je veux dire qu'il ne faut pas qu'une fois que ces référendums se soient tenus, et moi je suis convaincu que le résultat, ça sera une majorité pour rester dans la France, il ne faut pas que derrière, les indépendantistes puissent venir contester. C'est un peu le jeu auquel se livre aujourd'hui l'Union calédonienne avec le Parti travailliste et Dynamique Unitaire Sud. Et ça, nous ne sommes pas d'accord parce que ce référendum, il est important. Il faut donner aux Calédoniens la liberté de choisir leur avenir et que ce résultat soit accepté, soit incontestable auprès de l'opinion métropolitaine, auprès de la classe politique française, auprès de l'ONU. Il serait aussi question d'aborder les préparations donc, du référendum à ce sujet. Votre mouvement souhaite que les électeurs n'aient pas donc à se réinscrire pour pouvoir voter au référendum. Alors des explications par rapport à ça? Il y a eu effectivement un avis du Conseil d'État qui a dit, entre autres choses, qu'il fallait que les gens fassent une démarche pour s'inscrire sur la liste de ceux qui pourront voter au référendum. Ça n'a aucun sens. Lorsqu'on a eu la réunion au Saria lundi, où l'UC a claqué la porte, tous ceux qui sont restés, indépendantistes ou pas, ont dit qu'effectivement, il ne fallait pas que les gens aient à se réinscrire. Pourquoi? On sait très bien que dans notre pays, il y a beaucoup d'illettrisme, il y a des gens qui vivent dans les tribus. Vous imaginez que ces gens ils vont recevoir un papier qui leur dit « vous devez faire une démarche », enfin, ils ne vont rien comprendre, ça n'a pas de sens. Donc il faut que pour ceux qui remplissent des critères objectifs, statut civil coutumier, avoir été présent, avoir voté au référendum de 98, être là depuis 20 ans, ils soient inscrits automatiquement et laisser la démarche uniquement pour ceux où ils doivent prouver qu'ils ont eu leurs intérêts moraux et matériels. Mais c'est une question de bon sens, qu'on soit indépendantiste ou loyaliste. Alors, autre sujet qui frappe, notamment auprès de la population sur Saint-Louis, un ras-le-bol général s'opère. Un commentaire justement par rapport à ça. Est-ce que vous avez aussi parlé de ce sujet avec l'OC? Écoutez, comme beaucoup de gens, moi je suis ce qui se dit sur les réseaux sociaux. D'abord, je voudrais féliciter les citoyens qui prennent l'initiative de s'organiser pour partager l'information, pour dénoncer les exactions, pour dire ce qui se passe. Parce que trop souvent dans ce pays, on essaie d'étouffer la vérité. Je pense que les forces de l'ordre font très bien leur travail, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme situation? C'est pas de la délinquance, on a des gangs. Des gangs qui font des razzias sur Nouméa, qui ramènent des voitures tous les week-ends à la tribu de Saint-Louis, et ces gens-là vivent dans l'impunité. Je rappelle que pendant la campagne électorale, l'UCF avait proposé qu'on fasse une prison, parce que si vous voulez casser les gangs, mettre un terme à cette culture du vol, du cambriolage, il faut taper sur ces personnes-là, qui sont des multirécidivistes qu'on a laissés dehors. Il faut mettre un terme à cette situation. On nous a objecté à l'époque que ça coûtait trop cher de faire une prison. Mais combien ça coûte toutes ces voitures volées? Combien ça coûte les assurances qu'on doit payer? Le coût social de cette situation. Donc, nous souhaitons que l'État assume toute sa responsabilité. Nous souhaitons qu'il prenne des mesures exceptionnelles. Je ne sais pas, moi, des barrages filtrants ou des actions, mais pour mettre un terme, pour casser ces gangs. Et il faut que les autorités coutumières assument aussi leurs responsabilités et participent à l'ordre public dans la ville. Alors justement, une dernière question Philippe avant de se quitter. Elle repose sur la charte des valeurs kanak proposée par le Sénat coutumier. Alors vous estimez que cette charte va bien au-delà de ce sujet, alors pourquoi ? On a pris le temps de bien lire ce document et de bien réfléchir parce qu'on sait que c'est un travail important symboliquement pour le Sénat coutumier. Donc il s'agit quand même de montrer un peu de respect pour ce travail. Moi, ce que je vois, et je ne suis pas le seul, puisque j'en ai parlé avec nos partenaires de l'UCF, et notamment avec les Mélanésiens de l'UCF avec qui on a travaillé sur le sujet, c'est qu'il y a deux choses dans ce document. Il y a un premier volet qui est les valeurs de la communauté mélanésienne. Moi, je ne porterai pas de jugement là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien
de d'écrire les choses, parce qu'on a une jeunesse en perte de repères, elle a besoin d'avoir un corpus de valeurs. Mais tout de suite après, vous avez un deuxième volet qui consiste en revendications politiques et institutionnelles. Et là, il y a des choses sur lesquelles nous, on a des questions à poser et des objections à formuler. Par exemple, il est prévu dans ce document que le Sénat coutumier ou l'Assemblée du peuple kanak ait une autorité, quel que soit le statut de la terre actuelle, sur ce qu'ils estiment être le domaine ancestral et coutumier. C'est une remise en question de la propriété privée. Il faut qu'on en parle de ça. Il est question également qu'il soit souverain dans les relations internationales avec les peuples autochtones. C'est une remise en question de la compétence régalienne sur les relations internationales. Il est question qu'ils aient donc la propriété des ressources naturelles. Et tout ça, si vous voulez, ça montre que dans ce document, qui est une proposition, il y a des choses qui vont au-delà de l'accord de Nouméa, au-delà de la loi organique qui régit actuellement les institutions de la Calédonie, et que tout cela ne va pas de soi, qu'on ne peut en aucune façon accepter ce texte in extenso. Il va donc falloir en débattre au Congrès. Et justement, vous pensez que, par exemple, le Congrès pourrait faire quelque chose, le Sénat coutumier pourrait faire quelque chose au niveau de cette jeunesse, en perte de repères, sans parler de police tribale, mais au moins d'autorité coutumière, et la remettre en face justement de oui, ces vandales. Le Sénat coutumier, il a un rôle moral très important. Donc, je veux dire, il a une responsabilité. Il doit prendre des initiatives pour faire au moins de la médiation. C'est un peu compliqué d'imaginer un rôle de police parce qu'il faut organiser ça juridiquement. Il faut quand même des lois, il faut un cadre. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on parle de police coutumière. Mais au moins avoir une activité de médiation. Et ce que je regrette, c'est que dans les différents conflits qu'on a vus jusqu'à présent, que ce soit Yaté, Marais, les problèmes de délinquance de Canala, de Saint-Louis, on ne voit pas assez les coutumiers assumer leurs responsabilités et aider les autorités à remettre de l'ordre. Je ne dis pas qu'ils doivent tout faire. Hein. L'ordre public, c'est l'autorité de l'État, mais les coutumiers ont un rôle à jouer. Philippe Blaise, merci. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement républicain calédonien, le MRC, et membre fondateur de l'UCF, l'Union pour la Calédonie dans la France, et que vous avez bien sûr micro ouvert à Radio Océane.